Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison de Héros Anonymes. La première fois que j'ai entendu parler du premier organisme que nous recevons cette semaine, c'est par la douce musique des Berceuses pour Filou, un album acheté pour venir en aide au Centre Filou. Cet organisme, fondé il y a 19 ans, accueille des enfants handicapés pour quelques jours ou quelques semaines. Filou, c'est le petit nom de Philippe, le fils atteint de paralysie cérébrale sévère de Diane Chenevert, la fondatrice du Centre Filou et aujourd'hui directrice de la Fondation Filou, créée pour assurer le financement du centre. L'organisme est aujourd'hui dirigé par Sarah Kimpton, que nous recevons aujourd'hui au Héros Anonymes. C'est aussi une belle histoire de transmission entre des femmes dévouées que nous entendrons aujourd'hui. En seconde partie, nous recevrons Ariane Magny, cofondatrice et intervenante de la Croisière des Alizés. Il y a quelques semaines, nous avions reçu la maison L'Éclaircie, qui offre aide et référence pour les personnes atteintes de troubles alimentaires. Cet organisme est partenaire de cette initiative vraiment originale qu'est la Croisière des Alizés, des excursions en voilier sur le fleuve Saint-Laurent en contexte d'intervention par la nature et l'aventure. Être à la barre d'un voilier, c'est une belle métaphore pour apprendre à être à la barre de sa propre vie. C'est le combat qu'a mené Ariane Magny, pour lequel elle souhaite aider les jeunes filles et femmes aux prises avec les mêmes tourments qu'elle a elle-même traversés. Voilà le programme de cet épisode. On prend une courte pause et on accueille Sarah Kimpton. Pour notre premier entretien, nous recevons la présidente directrice générale du Centre Filou, Sarah Kimpton, qui a commencé son aventure avec le centre comme monitrice du camp d'été, fraîchement diplômée en psychologie. Elle va nous raconter un peu son parcours pour finalement embrasser beaucoup plus large et assurer des fonctions de gestion. Bonjour Sarah. Bonjour Madame Doré, merci de me recevoir. Oui, avec plaisir. Je lisais un petit peu le récit de votre progression là, à titre de présidente directrice générale et vous disiez au départ là, que vous étiez pas la meilleure filoupette. De quoi on parle? Oui, oui, dans le fond, c'est une belle histoire. Comme vous disiez, j'ai commencé à titre de monitrice de camp d'été. J'avais à peine 24 ans. Je venais juste de graduer à l'université en psychologie et je connaissais pas du tout le Centre Filou. En fait, j'avais envie de découvrir une nouvelle clientèle pour voir ce qui m'intéressait justement dans la vie. Et je suis tombée sur le Centre Filou, une clientèle d'enfants lourdement handicapés. Je me suis dit, pourquoi pas, un camp d'été, ça dure 2 mois, ça va être une belle expérience. Et finalement, 10 ans plus tard, je suis encore là. Pour répondre à votre question, le mot filoupette, c'est le petit mot qu'on attribue aux employés du Centre Filou. Quand je dis que je n'étais pas la meilleure, c'est que je faisais mon travail, mais que c'est vraiment pas un travail facile de s'occuper des jeunes polyhandicapés. Ça prend toutes sortes de belles qualités et je me retrouvais là-dedans comme quelqu'un qui aimait beaucoup la cause, qui aimait beaucoup répondre aux besoins de ces familles-là, mais qu'en fait, mes aptitudes étaient ailleurs. Donc, mes forces se trouvent plus en gestion. Donc, par mon cheminement professionnel, finalement, c'est le meilleur des 2 mondes. J'arrive à occuper un poste en gestion pour une cause que j'aime vraiment beaucoup.
Je comprends que c'est la rencontre d'un donateur en compagnie de Diane Chenevert, là, qui est la maman de Philippe, donc Philou, qui a été un petit peu le déclic pour vous là, de ce talent-là qui n'attendait qu'à fleurir. Oui, ben c'est que en fait, ce que j'aimerais, moi, c'est qu'on en parle plus souvent de ces options de carrière-là Mhm. aux jeunes, tu sais, disons au cégep ou même au secondaire. C'était pas connu. En tout cas, moi, je savais pas que ça existait, d'occuper un poste en gestion dans un organisme communautaire. Puis, justement, c'est lorsque j'ai accompagné Mme Chenevert chez un donateur, puis que j'ai regardé comment elle s'exprimait, elle parlait de la cause. Puis, je me suis dit, ah, tiens, c'est ça que j'aimerais faire dans la vie, justement. Donc, oui, je trouve que c'est important de faire valoriser, de faire valoir, excusez-moi, le milieu communautaire auprès des jeunes, comme quoi c'est vraiment, ça peut être un vrai choix de carrière, en fait. Mais pour vous, ça a été une rencontre qui a finalement qui vous a emmené ailleurs que le choix de carrière que vous aviez fait au départ. Mais en même temps, j'imagine que les notions de psychologie vous sont très utiles dans vos fonctions. Oui, non, c'est vrai, hein, ça fait dévier un peu, c'était pas en ligne droite, mais effectivement, des notions de psychologie, c'est jamais perdu, je Mm. pense, à mon avis. Puis, en fait, en gestion, ben, très souvent, ce qui occupe la grande partie de nos journées, c'est des relations humaines. Donc, Mm. la gestion d'équipe, l'accompagnement, le développement de compétences. C'est sûr que tout mon bagage en psychologie, je suis à même de le mettre à profit là, dans mes fonctions à la direction du Centre Filou, ça c'est certain. Et je comprends un peu que Diane vous a, quand elle a vu là, ce talent-là chez vous, vous a vraiment mis la table là, pour occuper, vous préparer à occuper les fonctions que vous occupez maintenant. Oui, ben je crois aussi que des fois on arrive à la bonne place au bon moment, puis Mm. faut saisir l'opportunité parce qu'en fait, dans l'histoire du Centre Filou, je suis arrivée à un moment clé où Diane, étant une entrepreneure, une fondatrice, une Mhm. visionnaire, faisait tout par elle-même. Elle n'avait Ouais. pas encore vraiment d'équipe à part les Philippettes qui travaillaient sur le terrain, mais tu sais, quand on parle d'une équipe administrative qui va faire en sorte que ta vision puis tes projets, ben, tu vas être en mesure de les amener plus loin, ben, elle l'avait pas encore mis sur pied, cette Mm. équipe-là. Donc, c'est là que moi, je lui ai dit, j'aime beaucoup la cause, mais je peux pas travailler directement auprès des enfants, c'est pas là qu'elle est ma force. Mm. Puis elle s'est dit, ah, tiens, ben, cette jeune-là, je vais la prendre sous mon aile, puis en fait, mon premier rôle, ça a été chargé des communications et des événements bénéfices. Elle s'est dit, elle-même étant par le passé directrice des communications en entreprise privée, Mhm. avant même d'avoir le centre philo, elle s'est dit, tiens, je vais pouvoir coacher cette jeune-là. Puis, ben, évidemment, par la suite, moi, je suis allée chercher des notions à l'université dans ces domaines-là, mais quand même, elle a joué un peu le rôle de mentor dans ma vie. Et là, je comprends qu'il y a eu une évolution de la structure pour créer vraiment une fondation dédiée au Centre Filou. C'est le poste que Diane occupe maintenant. Oui, ben tout récemment, en fait, Diane va tranquillement prendre sa retraite, tout doucement. Donc, tout récemment, on a une nouvelle collègue à la Fondation Filou. Elle s'appelle Stéphanie. Donc oui, il y a deux entités qui travaillent en collaboration très étroitement, le Centre Filou et la Fondation Filou. La Fondation est plus jeune, effectivement. Il me semble que c'est 2015, l'année de la Fondation, ce qui permet vraiment de séparer les activités de collecte de fonds Mhm. et de relations donateurs, puis de veiller justement à assurer une pérennité pour tous les projets que le Centre Filou a pour le futur. Vous êtes maintenant rendu à combien d'employés? Ben, c'est quand même devenu une petite moyenne entreprise. On est, je dirais qu'à chaque semaine, comme on a des services ouverts 24 heures sur 24, donc jour, soir, nuit, ça fait beaucoup de monde. En tout et partout, il y a environ une centaine de Ah, personnes quand qui vont même. passer la porte ouais, du centre philo par semaine. Donc, ça fait beaucoup de monde, mais c'est nécessaire parce que justement, oui, on a du répit. Ça, c'est le service pour lequel on a été connu à la Mhm. base. C'est encore notre
volet principal, mais on a aussi une école pour les jeunes polyhandicapés qui ont atteint l'âge de 21 ans et plus. Et on a aussi, depuis 2 ans, mis sur pied une garderie spécialisée. Donc, ça fait différentes personnes qui viennent travailler au Centre Filou là, à chaque semaine. Oui, on va parler après la pause plus largement de ces différents services-là, mais pour compléter un petit peu sur votre parcours, là, j'entends que Diane prend sa retraite bientôt, mais j'imagine que elle ne peut prendre sa retraite en tant que maman de Filou. Non, c'est effectivement, on prend jamais notre retraite de rôle de mère, mais d'autant plus de fondatrice. Ce chapeau-là va toujours lui appartenir. Jamais personne qui va pouvoir lui enlever ça. Puis, en fait, c'est vraiment une douce retraite, mais elle n'est jamais bien loin. Elle va rester de toute façon administratrice sur le conseil d'administration. Puis, c'est ça, c'est la fondatrice. Donc, sa vision est toujours la bienvenue quand même pour nous. Je préparais mon émission il y a quelques jours et j'ai mon fils de 20 ans qui repartait chez son père. J'avais un petit peu le cœur gros, puis je me disais, je lui parlais un peu de notre rencontre et je me disais en même temps, je suis contente de savoir que tu es en santé, tu prends ton envol, tu as pu te développer en santé, mais qu'une maman comme ça, un papa, de devoir jouer un rôle de parent qui est finalement un jeune enfant, même parfois un bébé, même s'il a un âge beaucoup plus vieux, c'est vraiment un engagement à vie. Oui, c'est vraiment une très, très grande réalité que ces familles-là vivent. Puis, effectivement, l'enfant qui est rendu à l'âge de 20 ans, 22 ans, 23 ans et plus, ben lui, c'est comme un enfant dans un corps d'adulte, finalement. Puis le parent, lui, ben il est vieillissant aussi. Hein? Donc, c'est difficile de prendre soin tous les jours avec tous les soins qui viennent avec ça. On parle d'hygiène, d'alimentation, changement de couche et les activités et la médicamentation. C'est sûr que les parents sont habitués finalement là, après une vingtaine d'années, mais quand même, c'est un quotidien qui perdure dans le temps que quand on a un enfant neurotypique, c'est complètement C'est une différent. période de notre vie qu'on sait que c'est une période et qu'ensuite, il y a différentes étapes. Là, on sait que c'est un contrat pour cette étape-là, pour le reste de notre vie, de sa vie. Oui, effectivement. Donc, c'est une retraite, mais à moitié. Sarah, on prend une courte pause et on va élaborer un petit peu sur les différents services du Centre Filou tout juste après. De retour au Héros Anonyme, nous sommes avec Sarah Kimpton, présidente directrice générale du Centre Filou, qui s'est fait connaître pour ses séjours de répit, mais qui au fil du temps, puis je trouvais ça drôle sur votre site Internet, on dit au fil du temps, PHIL, pour parler de fil. Donc, vous êtes fait connaître pour pour de nombreux autres services que, je crois, vous êtes probablement un des seuls centres reconnus par l'Office des personnes handicapées là, à avoir développé autant je dirais, de branches différentes. OK, oui, ben ça se peut, en fait. Mais oui, on aime beaucoup les jeux de mots aussi. On s'amuse avec ça. Ça se peut, oui, qu'on soit un de ces organismes-là. Mais oui, en fait, ça a toujours été dans l'optique de un peu couvrir la trajectoire de vie du jeune polyhandicapé, de combler les vides de service. Mais de ne pas dupliquer ce qui existe déjà ou ce qui est offert justement par le système public. Donc, à la base, justement, c'était ça la mission première du répit. Ça n'existait pas, ou en tout cas très peu, au moment où Diane a fondé le centre. On parle de répit, justement, bon, c'est
à l'année, mais c'est certain que ce qui est plus populaire, c'est la fin de semaine Hmm. où les gens veulent vraiment profiter. Nous, c'est vraiment important pour nous. On dit que du répit, c'est un répit qui contient une nuitée minimalement. Mhm. On ne fait pas de répit de jour. Donc, c'est comme un petit hôtel, le Centre Philo, vraiment adapté pour ces jeunes-là polyhandicapés avec des salles sensorielles, une cour arrière avec des jeux d'eau. Disons, tout là, est vraiment adapté pour ces jeunes-là durant leur séjour, comme si vous et moi, on allait justement à l'hôtel se reposer. Vous parliez de Donc, parcours il y a quelques instants mhm. et j'avais entendu là, Diane au micro de Benoît Dutrissac dans le temps parler un cri du cœur un peu de dire ben, à partir de 21 ans, la seule option, c'est d'envoyer nos enfants en CHSLD. Ça fait aucun sens. Je pense que ça a été un cri du cœur qui a été porteur et qui a amené justement à mettre de l'avant de nouveaux services pour ces jeunes adultes-là, mais qui sont encore toujours des enfants, mais des adultes qui ne peuvent plus être accueillis par le système rendu à 21 ans. Oui, ben c'est entre autres ce qui m'a motivé là, à mettre en place l'école Filou, donc pour les 21 à 29 ans, parce qu'on sait que l'école régulière pour les jeunes polyhandicapés, ça s'arrête à 21 ans. Donc après, ben, ils ont comme plus rien. Puis les parents ne sont pas nécessairement rendus à l'âge de prendre leur retraite, donc veulent continuer d'être sur le marché du travail. Donc nous, on s'est dit, ben, pourquoi pas continuer les apprentissages, faire un maintien des acquis, puis en plus, on ajoute un volet avec des professionnels physio, ergo dans notre programme école où c'est pour les 21 à 29 ans, par contre. Donc, on se retrouve quand même à 29 ans avec face à un autre grand vide. Mm. Mais bon, on y va une étape à la fois. Ceci dit, on travaille présentement sur un projet vraiment particulier qui, on souhaite, va voir le jour. Ce serait un hébergement pour les jeunes de 21 ans et plus, justement, pour les familles qui sont rendues à cette étape-là de leur vie, pour éviter justement le CHSLD. Parce Mm. qu'effectivement, encore aujourd'hui, si la famille n'est plus en mesure, pour quelconque raison, de s'occuper de son jeune à la maison, ben, il n'y a Mm. pas d'autre endroit spécialisé puis adapté pour cette clientèle-là. Oui. Vous avez cité 29 ans. Pourquoi on arrête à 29 ans? C'est vraiment ici au Centre Philo une question d'espace physique, en Mm. fait, pour permettre aussi à plus de familles d'en profiter du programme. Donc, ceux qui quittent à 29 ans, ben, ça permet à d'autres de 21 ans Mm. de pouvoir bénéficier du programme. Mais si demain matin, on avait un autre étage au Centre Philou, ben, clairement, on pourrait avoir une troisième classe à l'école Philou. Là, il y a de la demande pour ça. Puis nous, on voit vraiment les bénéfices que ça a auprès des jeunes de continuer à être stimulés et à socialiser aussi avec des jeunes comme eux. Le projet dont vous nous parlez pour peut-être l'année prochaine ou l'autre, c'est l'habitat Filou? Exactement, ouais. On l'appelle comme ça, c'est son petit nom, mais il n'est Mhm. pas, il est pas officiel dans le sens qu'on est encore au tout début des démarches, mais ça serait ça l'idée. Ça serait d'avoir un bâtiment vraiment adapté, puis avec des chambres pour des résidents qui habiteraient là. Ça serait vraiment leur maison finalement. Ouais. Mhm. Et on indique de 21 à 40 ans. C'est une question un peu particulière que je vais demander, mais quelle est l'espérance de vie de ces jeunes-là? Est-ce qu'elle est différente des enfants qui n'ont pas les mêmes handicaps? Ben, en fait, cette information-là, elle évolue. Dans le temps, tu Hmm. vois, maintenant, c'est plus ça qu'on dit. On dit plus jusqu'à 40 ans. On a changé, on a mis 21 ans et plus. Les critères d'exclusion de l'habitat filou seront autres que l'âge. On n'a pas Hmm. défini encore, comme je dis, on est encore au tout début, mais ça sera pas l'âge parce qu'en fait, on réalise que c'est l'habitat de la personne. On peut pas juste la sortir de chez elle après Hmm. un certain âge, ça fait aucun sens. Ouais. Donc, oui, après, par rapport à votre question sur l'espérance de vie, c'est difficile à dire. Ce qu'on observe, par contre, c'est un alourdissement puis un agrandissement de cette population-là de jeunes polyhandicapés, mais on n'a pas l'explication exacte. Par contre, on remarque qu'ils vivent plus longtemps. Hmm. Euh,
qu'auparavant, et c'est comme si la société n'avait pas suivi le bateau. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on fait face à des vides de service, puis que nous, on s'est donné pour mission justement d'aller combler ces vides-là. Vous me direz qu'avec une maison, avec quelques chambres, on ne fera pas nécessairement la différence à travers le Québec, mais il faut bien commencer quelque part, puis pourquoi pas après, si ça peut être reproduit, ça serait merveilleux. Donc, vous dites que cette clientèle-là est en augmentation. Il y a plus de bébés qui naissent avec des handicaps? Est-ce que c'est ce que je comprends? J'ai pas le chiffre exact ou la raison exacte, mais oui, quand on consulte les gens du domaine médical qui naviguent autour du Centre Filou, nous disent que effectivement les naissances, disons, prématurées ou d'enfants avec des conditions particulières, maintenant, avec les technologies, les avancées de la médecine, on les maintient en vie, on réussit à les sauver finalement, qui auparavant, on n'aurait peut-être pas réussi. Donc, ça pourrait venir expliquer en partie l'augmentation de cette population-là aujourd'hui. Oui. J'imagine que c'est des dilemmes qui ne sont pas évidents pour les parents lorsqu'ils reçoivent un tel diagnostic quand la mère est enceinte. Non, ça doit vraiment pas être évident. Je pense que dans le milieu médical, ils ont vraiment des bons spécialistes qui sont bien accompagnés là-dedans. Mais nous, de notre côté, au Centre Filou, on a même mis en place une personne qui s'occupe vraiment de l'expérience famille, donc justement de l'accompagnement des familles, parce qu'on les accueille pas dès la naissance là, nécessairement, mais déjà quand même avec notre garderie qu'on a mis en place l'an dernier, on accueille des familles dont l'enfant est très jeune. Donc, c'est important de pouvoir les accompagner là-dedans dans les différentes étapes du deuil, parce qu'en fait, le deuil de l'enfant normal, si on veut, c'est pas juste à la naissance, ça, c'est plusieurs petites étapes au cours de la vie. Oui. Quelle différence il y a entre les séjours de répit et la garderie spécialisée? C'est pour pouvoir offrir des répits plus courts ou à des clientèles plus jeunes? Non, c'est complètement différent. Ah, en fait, c'est vraiment un milieu de garde. C'est qu'en fait, ces enfants-là qui présentent des soins complexes ou des retards globaux de développement ne peuvent pas nécessairement aller dans une garderie régulière. Donc, les parents qui souhaitent continuer à travailler, justement, nous, on offre des ratios vraiment un meilleur encadrement avec des éducatrices spécialisées, avec une physiothérapeute, une ergothérapeute. Donc, ces enfants-là sont vraiment encadrés, suivis, soutenus pour répondre à leurs besoins bien spécifiques là, durant leur journée à la garderie. Ce qu'il n'y aurait pas dans un milieu de garde régulier, en fait. D'accord. Et comment vos services sont financés? Nos services sont financés Parce qu'on parlait de la fondation, là, donc vous êtes donné un véhicule un peu pour mieux encadrer le financement, mais principalement un peu, ça se compose de quel type de financement? Depuis plusieurs années, vraiment, on est chanceux de pouvoir compter sur l'entreprise privée. C'est ça qui a été le moteur du Centre Filou pendant plusieurs années, qui continue de l'être. C'est sûr que là, au fil des ans, comme vous disiez au début de l'émission, bientôt, on va avoir 20 ans. On va souligner notre 20e anniversaire l'an prochain. Donc, le gouvernement a quand même suivi. Donc, on est financé en partie par le gouvernement provincial, en partie par la Fondation Filou, qui sont des entreprises privées, des donateurs, des particuliers. Et aussi, il ne faut pas oublier la contribution des parents quand même. C'est très abordable, les services qu'on offre, mais quand même, les parents contribuent aussi à nos services. Et je disais un peu que l'argent un peu qui est mis pour une famille d'accueil versus une famille naturelle, il y a des disparités à ce niveau-là quand même importantes? Oui, je m'y connais pas super bien sur ce dossier-là, mais effectivement qu'il y a des disparités qui ont été soulevées là, dans différents articles dans les médias à cet effet-là. Mais oui, je pourrais pas vous en dire davantage par rapport à ce sujet-là, non. À ce moment-là, je vais vous faire parler, vous dites, on aime les jeux de mots, la philosophie. Oui. Comment vous l'avez articulée?
Ben, notre philosophie, justement, c'est d'avoir du plaisir. Hum, Parce que c'est une dure réalité, on le ouais. dit, autant pour les familles, au quotidien, ben, pour le jeune aussi. Puis, ben, nous, on se dit, quand l'enfant il vient au centre Filou, ben, tout tourne autour de lui, ses intérêts, ses besoins. On fait tout pour son bonheur, finalement. Donc, que ça soit, on prend vraiment le temps là, de décrire c'est quoi les intérêts de chaque jeune, puis d'essayer d'adapter nos activités en fonction, que ça soit un peu individuel, malgré qu'ils sont en groupe Mhm. ensemble. Mais ouais, on prône vraiment le plaisir d'être ensemble, puis de socialiser avec leurs amis, que ce soit dans des activités d'art plastique, de musique, ou la salle de relaxation, en tout cas toutes sortes de salles qu'on peut avoir ici. Là, on a du yoga adapté même qu'on Mhm. a développé. Fait que c'est vraiment une approche toujours centrée sur le potentiel des jeunes polyhandicapés. On Hum. voit, on est vraiment dans le positif. Puis vous offrez l'accompagnement familial. Je disais que c'est l'impact, là, en plus de tout ce qu'on a raconté, l'engagement extraordinaire et très prenant des parents, ça a des impacts sur les frères et sœurs aussi qui sont un peu à gérer. Oui, ben c'est ça. On en voit souvent des familles dont le jeune vient ici au Centre Philou qui ont 2 ou 3 enfants. Donc, c'est important aussi, quand le jeune vient au Centre Philou, ça laisse du temps à la famille pour s'occuper des autres enfants, si on veut, à la maison, passer du temps avec eux. Puis aussi, ben, la fratrie, on veut l'accompagner là-dedans, nous autres aussi, dans son vécu auprès de son frère ou sa sœur Hmm. polyhandicapé. C'est quoi avoir un frère ou une sœur polyhandicapé? Comment ils vivent ça, puis si on peut mieux les soutenir là-dedans, ben c'est à ça qu'on a dédié notre collègue Sophie. C'est vraiment pour ça qu'elle est là pour aider non seulement les parents, mais la fratrie, mais aussi tu sais, les grands-parents ou les oncles, les tantes, tous ceux Hmm. qui naviguent autour du jeune. Ouais. Oui, oui. Dites-moi, Sarah, si on veut en savoir davantage sur le Centre Filou, l'adresse de votre site Internet? Oui, c'est le centrefilou.com et je vous invite aussi, on a des portes ouvertes le 5 avril, donc c'est très bientôt. Si jamais ça vous intéresse, on peut s'inscrire sur notre site web. Merci beaucoup, Sarah, de nous avoir reparlé de votre parcours, mais aussi de tout ce que fait le Centre Filou pour aider ces jeunes et moins jeunes à avoir plus de plaisir et à aller au fond de leur plein potentiel à eux. Merci, Madame Doré. Merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Au revoir. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Plus de 100 000 filles et femmes sont touchées par les troubles alimentaires au Québec. Il y a quelques semaines, on a reçu la maison L'Éclaircie et on avait envie de continuer un petit peu à explorer un peu ce phénomène des troubles alimentaires, mais surtout par l'optique, d'une histoire personnelle, mais aussi d'un projet qui est une initiative extraordinaire, qui est la Croisière des Alizés, qui nous permet en fait de reprendre un peu la barre de notre vie. C'est une belle métaphore que la cofondatrice et intervenante Ariane Magny va nous raconter. Bonjour Ariane. Bonjour. Comment c'est venu cette idée-là de la voile? Parce que j'aimerais ça qu'on parle de ton parcours aussi, mais pour l'idée là, de dire on va utiliser une croisière, on va utiliser le bateau pour pouvoir explorer un petit peu tout ça, puis offrir de l'aide et du soutien. Oui, bien, en fait, la Croisière des Alizés a pour mission de soutenir le rétablissement de jeunes filles et femmes qui sont sur la voie du rétablissement d'un trouble alimentaire, notamment par l'intervention par la nature et l'aventure, où on vient utiliser vraiment des excursions en voilier pour venir soutenir leur rétablissement, justement. Et pourquoi le voilier? En fait, ça part vraiment d'une histoire un peu plus personnelle où, de mon côté, ben, j'ai vécu les troubles alimentaires, mais j'ai aussi, en parallèle, grandi dans le monde du voilier. Donc, ma mère avait un voilier. Toute petite, j'allais déjà sur l'eau, là, apprendre un petit peu, m'initier à la voile. Mon frère est également instructeur de voile. Donc, vraiment, c'est quelque chose de familial. Puis, en bout de ligne, là, on est venu justement à cofonder ensemble, ma mère et moi, la Croisière des Alizés. C'est aussi un beau récit, je trouve, d'un projet
d'entrepreneuriat social avec ta mère? Oui, tout à fait, exactement. Je pense que ça a été vraiment une idée là, qu'on a eue ensemble, puis en même temps, pour laquelle aussi on s'est inspiré. Il y a un projet français qui existait, qui n'existe plus actuellement, mais qui s'appelle La Croisière des guerrières, où vraiment c'était un médecin qui a fondé La Croisière des guerrières pour venir en aide justement aux jeunes filles qui ont des troubles alimentaires. Donc, on s'est inspiré aussi de ce projet français. J'ai lu qu'il y avait aussi un autre projet français qui s'appelle Guérir en mer. Oui, tout à fait. Guérir en mer, qui est un autre projet aussi, là, vraiment à visée psychosociale aussi, pour lequel, justement, on a pris contact. Ma mère était notamment allée à Marseille il y a 2 ans, si je me trompe pas, pour aller au colloque Guérir en mer. Quelle était la différence entre les deux projets? La Croisière des guerrières était beaucoup plus clientèle, là, troubles alimentaires, puis Guérir en mer, si je me trompe pas, c'est plus d'autres problématiques à visée psychosociale, mais aussi pour le personnel soignant. Okay. Et donc, est-ce que tu avais eu l'occasion de participer à ce projet-là avant ou quelqu'un d'autre, peut-être ta mère, d'y participer? Non, pas du tout. Ça a vraiment été... on a su que ça existait, puis étant donné que, bon, la voile n'était pas inconnue pour nous, puisqu'on en faisait là, plus dans une optique de plaisir, ça a été là que l'inspiration est venue, puis aussi de mon côté, parce que j'ai souffert d'un trouble alimentaire. Bon, 1 + 1 fait 2, donc voilà. Qu'est-ce que ça t'a amené, les croisières, pour t'aider à composer avec le trouble alimentaire? Je pense que ça m'a aidé d'une certaine façon à rester connectée à mes intérêts, puis même à des passions. Puis je pense que dans le trouble alimentaire, quand on est dans le creux de la maladie, on perd un peu tous nos repères, puis on perd aussi ce qui est important pour nous. Puis il y a comme l'obsession de la maladie qui vient en être plus omniprésente. Puis dans mon rétablissement, justement, je me suis reconnectée à nouveau à la voile. J'ai pu reprendre un petit peu, justement, le contrôle, si je peux dire ça comme ça, de, bon, c'est quoi mes intérêts, c'est qui Ariane sans le trouble alimentaire. Puis je pense que ça a été à ce moment-là aussi que j'étais plus prête à m'engager dans le projet de fondation là, pour la croisière. Donc, quand tu dis qui était Ariane sans le trouble alimentaire, est-ce que je comprends que ça devient une partie de ton identité à un certain moment? Oui, tout à fait. Moi, je sais pas, tu sais, c'est sûr que je peux pas parler pour tout le monde. De mon côté, je l'ai effectivement vécu comme vraiment une prise plus identitaire, et aussi le trouble alimentaire. Avec un pas de recul, je pense qu'il est venu aussi dans une crise identitaire où, au début de l'adolescence, on cherche, on sait pas trop on est qui. Puis le trouble alimentaire est venu de façon très sournoise et vient à un point où, justement, comme j'ai dit, l'obsession devient tellement omniprésente qu'on vit que avec le trouble alimentaire et que pour le trouble alimentaire, si je peux dire ça comme ça. Donc, vient un temps où, effectivement, là, j'étais plus vraiment j'étais plus vraiment je suis Ariane, je suis anorexique, c'est ce que je me disais beaucoup. Là. Ouais. On a reçu la maison L'Éclaircie il y a quelques semaines qui nous parlait des différentes formes que ça peut prendre, des différents comportements, puis on voyait que ça devient malheureusement encore plus diversité, variée. On entendait entre autres de l'orthorexie, donc l'obsession de bien manger. Et dans ton cas, est-ce qu'on peut dire que c'est la forme classique un peu des troubles alimentaires ou celle qu'on a vu émerger en premier? De mon côté, ça a été l'anorexie. Puis j'ai également souffert là, de boulimie, donc avec des comportements compensatoires, là, quand on parle un peu plus de se faire vomir, l'entraînement excessif aussi après avoir mangé ou la restriction. Donc j'ai vécu les deux. Est-ce que ça t'a pris du temps pour réaliser que c'est vraiment un problème? Oui, ça m'a pris un certain temps parce que je pense que le côté pervers du trouble alimentaire qui fait en sorte qu'on ne se rend pas compte qu'on est malade, qu'on est malade, que c'est toxique. Parce que quand je dis le côté pervers, c'est le côté un peu qu'en tant que malade, on trouve positif. Donc, par exemple, la perte de poids, puis les commentaires des gens aussi autour de nous qui disent « Ah, t'as perdu du poids, c'est bien. » C'est comme, d'une certaine façon, c'est valorisé. Donc,
tu sais, comment voir quelque chose de malsain comme ça, tandis qu'il y a des côtés peut-être un peu positifs qu'on voit entre guillemets. Puis, de mon côté, ça a été aussi une stratégie qui me permettait beaucoup de gérer mes émotions. Donc, quand on mange pas, j'étais un peu plus gelée, si on veut. Donc, il y avait comme pas d'émotions négatives qui venaient m'affecter. Donc, ça a pris un certain temps jusqu'à temps que je touche le fond, si on peut dire ça comme ça, puis que je sois hospitalisée. On voit des fois dans certaines séries, dans Stat, entre autres, l'histoire qu'on raconte, celle de Delphine, où elle rencontre aussi une jeune femme qui est hospitalisée. Est-ce que tu t'es reconnue dans cette histoire-là? Oui, il y a certains téléromans pour lesquels tu sais, je peux me reconnaître. Je pense qu'il y a certains patterns, si je peux dire ça comme ça, où on peut se reconnaître de certaines façons. Donc, justement, le fait que ce soit caché aussi. Si je connais un peu l'émission Stat, là, donc si je prends Delphine, qui, elle, le vit beaucoup en silence et qui, en même temps, arrive à fonctionner quand même, à faire son emploi et tout. Donc, oui, il y a eu certaines, surtout au début de l'âge adulte, là, où j'arrivais à fonctionner tout en restant dans le silence. Mais c'est ça, c'est pas pour autant qu'on n'a pas besoin d'aide à ce moment-là. Puis est-ce que ça a été difficile pour toi d'accepter l'hospitalisation? C'est toi qui l'as demandé ou c'est ta mère qui... De mon côté, l'hospitalisation est arrivée à plusieurs reprises, autant à l'adolescence qu'à l'âge adulte. Donc, les deux sont des contextes très différents là, en termes de soins en étant mineur, ben là, c'est plus les parents qui décident. Puis en étant majeur, ben là, on a le consentement aux soins qui est vraiment de notre propre chef. En même temps, c'est ça, c'était des contextes différents. Il y a eu des moments où j'ai eu plus de difficultés à l'accepter. Puis je pense que c'est la preuve aussi que la maladie est très forte à ce moment-là parce qu'on est prête à tout pour ne pas être soigné, pour un peu rester dans le trouble alimentaire. Puis on est conscient. À ça de m'expliquer un peu comment ça se passe, le côté santé dans tout ça, on est conscient que le combat qu'on mène est pas bon pour notre santé, puis en même temps, on s'est tellement identifié à ce trouble-là que c'est difficile de passer par-dessus. Oui, tout à fait. Je pense que vous l'avez bien dit, c'est difficile de s'imaginer autrement. Donc, je me rappelle, si je parle encore plus personnellement, je me rappelle que je me disais, ben pourquoi je m'en sortirais? Si je m'en sors, ben j'ai plus rien. J'ai plus rien, ma vie tourne autour de ça, mes comportements sont contrôlés par le trouble alimentaire. Donc, jusqu'à un certain point, c'est insécurisant, même si, bon, je prenais de plus en plus conscience que c'était mauvais pour moi. Puis en même temps, ben se rétablir d'un trouble alimentaire, c'est aussi de faire face à la souffrance qui vient avec réapprendre à manger. Mais ça, c'est le comportement. Mais ce qui est en dessous aussi, c'est un peu de, tolérer que j'ai plus le moyen de contrôle que j'avais auparavant, qui était de me restreindre, perdre du poids et tout. Puis c'est aussi de tolérer, mon coping, la façon de coper que j'ai pour gérer mes émotions, ben là, je dois trouver autre chose. Donc, c'est beaucoup de paradoxes, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as trouvé comme autre chose, Ariane? De paradoxe? De mécanismes pour composer. Là. Tu parlais de coping, donc de composer avec l'émotion. Qu'est-ce que... Ça a été quoi le plan B là, qui est... Oui, bonne question. Je pense qu'il y a des choses qui sont venues lentement, mais sûrement. Comme on dit, de mon côté, j'écris beaucoup. Donc, l'écriture a été un bel échappatoire pour moi. Le fait aussi de me recentrer, comme je disais tout à l'heure, à certains intérêts. Donc, la voile, le fait aussi d'aller étudier en psychologie à l'Université d'Ottawa. Donc, de découvrir un nouveau... de me laisser la chance d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie aussi. Là. Mes parents habitent à Québec, donc c'était vraiment de partir tout de même un peu plus loin d'une certaine distance. Donc, puis de me rendre compte aussi éventuellement que le trouble alimentaire a plus à me faire perdre qu'à gagner. Puis je pense que ça, je l'ai compris vraiment, justement, je dirais à Ottawa. Je dis pas que c'est le truc de partir à Ottawa, mais c'est juste pour dire que je me suis laissé la chance de m'ouvrir un peu de nouveaux horizons. Oui. C'est pernicieux dans beaucoup de situations, dans des troubles d'addiction aussi. Si on n'a jamais vécu ça, on le regarde de l'extérieur, parfois on comprend pas. Mais j'imagine que le rôle des neurosciences
la manière dont notre cerveau comprend au niveau de la santé mentale, c'est difficile à comprendre pour quelqu'un de l'externe, mais comment tu pourrais l'expliquer au niveau de notre santé mentale? Qu'est-ce qui fait là, qu'on n'arrive pas à le voir de l'extérieur? Bonne question. C'est sûr qu'effectivement, il y a encore beaucoup d'éléments qui sont encore à ce jour un peu inconnus par rapport aux troubles alimentaires, mais je pense que vous avez dit le bon mot, là, addiction. C'est vraiment, souvent, les troubles alimentaires sont souvent comparés aux problèmes d'addiction. Puis je pense que jusqu'à un certain point, ben, de mon côté, comment ça se manifestait, c'est vraiment une petite voix, je l'appelle encore la petite voix, là, la petite voix du trouble alimentaire qui devenait un petit peu omniprésente, qui contrôlait les comportements, puis bon, qu'est-ce qui fait que ça se voyait pas? Ben en fait, je pense que ça dépend aussi de la personne, de si elle ose demander de l'aide ou pas. Puis je pense que c'est important aussi de véhiculer le message que les troubles alimentaires, justement, ça se voit pas toujours physiquement. Quelqu'un peut souffrir, là, justement, avec un poids dit normal, entre guillemets. Comment on fait si on est une personne, un proche, un ami, un collègue pour identifier certains comportements qui pourraient... surtout, est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas? Qu'est-ce qui peut être aidant? Moi, je pense qu'en parler est la solution parce que la personne peut se sentir... le trouble alimentaire fait en sorte que souvent, il y a beaucoup d'isolement qui est vécu. Donc, en parler, tendre une main peut être un premier pas que la personne peut décider de prendre ou pas, même si le proche n'ouvre pas nécessairement le sujet ou accepte pas la main tendue tout de suite. Je pense que c'est important de quand même réitérer après, d'essayer d'être patient surtout, puis de comprendre aussi que le trouble alimentaire, il est pas linéaire. Il peut avoir des victoires vers le rétablissement. Il peut aussi avoir des petites rechutes. Puis en même temps, c'est ça, pour un proche d'être patient, de parler, puis de comprendre aussi que le trouble alimentaire, souvent, j'aime bien l'image du iceberg. Le iceberg, c'est ce qu'on voit justement au niveau des comportements. Donc, est-ce que peut-être la personne va aux toilettes systématiquement après avoir mangé? Est-ce qu'elle se regarde beaucoup dans le miroir? Est-ce qu'il y a des restrictions et tout? Puis tout ça, ces comportements-là peuvent être perceptibles. Puis en même temps, il y a une raison, la partie de l'iceberg qu'on voit pas. Puis souvent, c'est de nature un peu plus émotionnelle, sociale. J'aime beaucoup la pensée du biopsychosocial. Ouais. On va faire une courte pause, Ariane, mais ensuite, on va essayer de voir un peu quelle est la philosophie là, qui vous emmène dans la croisière des Alizés. Puis concrètement, qu'est-ce qu'on fait durant la croisière? Puis c'est quoi l'expérience qui est vécue par les jeunes femmes qui participent aux croisières? De retour au Héros Anonyme avec Ariane Magnier, cofondatrice et intervenante à la croisière des Alizés. Merci Ariane d'abord de nous avoir fait part de façon ouverte de ton parcours. J'imagine que le fait justement d'avoir vécu tout ce que tu as vécu, ça t'outille vraiment bien maintenant comme intervenante pour être capable de soutenir les jeunes femmes qui participent aux croisières. Oui, en effet, le fait de l'avoir vécu me permet d'avoir, c'est sûr, un pied un peu plus dans la compréhension de, comment se passe le rétablissement, comment se passe la maladie aussi. En même temps, c'est sûr que, je me considère pas nécessairement une experte en troubles alimentaires. En même temps, j'ai mon bac en psycho qui me permet aussi d'avoir beaucoup de notions là, un peu plus théoriques. Puis je fais présentement une maîtrise en santé publique. Donc, mon vécu, mon parcours académique et aussi mon parcours professionnel là, me permet d'être bien outillée pour avoir mon rôle dans la croisière. Et comment ça se passe concrètement, la croisière des Alizés? Puis ça fait combien de temps là, que ça... Combien de voyages vous avez fait? Combien de personnes ça a aidé?
Oui, la croisière des Alizés, en fait, existe depuis 2020. C'est en 2021 qu'on a vraiment, qu'on est parti sur l'eau pour la première fois dans le cadre d'un projet pilote. C'est un projet pilote qu'on a fait en collaboration avec la Maison L'Éclaircie, un organisme de Québec qui vient en aide aux personnes justement qui souffrent de troubles alimentaires. Puis, en 2022, on a élargi un peu plus nos activités. Donc, on est resté partenaire avec la Maison Éclaircie, puis encore à ce jour aussi, on est avec eux. Et quand je dis qu'on a élargi un peu plus nos activités, c'est que on a offert là, en 2022, à titre d'exemple, là, une excursion en voilier de 7 jours à bord de l'Écomaris, qui est un bateau-école qui navigue à travers le Québec, puis on l'a fait sur la Côte-Nord. Donc, avec des filles là, un peu des 4 coins du Québec, puis également, l'an passé, on fait notre port d'attache avec la Maison Éclaircie et nos autres excursions est vraiment dans Charlevoix à la Malbaie. Donc, l'an passé, on a offert là, une excursion avec des filles encore des 4 coins du Québec. Donc, le recrutement est vraiment ouvert à tous. Et aussi, on a offert là, 2 excursions avec la Maison Éclaircie. Donc, quand je dis avec la Maison Éclaircie, c'est il y a une intervenante de la Maison Éclaircie et il y a une intervenante de la croisière des Alizés. Et les participantes qui sont ciblées par l'excursion en voilier sont la clientèle de la Maison L'Éclaircie. Donc, c'est combien de personnes là, qui sont sur le bateau? C'est entre 5 et 6 filles qui souffrent de troubles alimentaires qui sont sur le voilier, plus 2 intervenantes et une skipper de voile. Donc, même si de mon côté, je fais de la voile, je ne m'improvise pas capitaine de voilier. Donc, on laisse ça entre les mains d'une experte. Puis nous, en même temps, ça nous permet d'intervenir là, comme on le fait. Mais là, on parle de 3 jours. Qu'est-ce qu'on fait au cours de ces 3 jours? Oui, en fait, durant ces 3 jours-là, on vient vraiment faire une initiation à la voile. Donc, pendant les 3 jours, on passe sur l'eau, puis les filles ont l'occasion là, vraiment de s'initier aux rudiments de la voile, aux différentes manœuvres. Puis, à travers ça, il y a également des activités, par exemple, de team building, des activités brise-glace un petit peu, vraiment pour venir forger la cohésion de groupe. Puis, il y a des discussions. Les discussions permettent vraiment de faciliter un peu le transfert des apprentissages qu'on souhaite que les filles puissent avoir dans leur vie quotidienne ensuite. Donc, on veut que ce qui est vécu durant ces 3 jours-là ne soit pas le temps du vendredi au dimanche, puis après, il n'y a plus rien qui reste. On veut vraiment, il y a des objectifs qui sont spécifiques aux excursions. Donc, si je prends par exemple le fait de pouvoir vivre une expérience positive dans un contexte qui est favorable justement aux réussites. Donc, le fait que les filles sortent de leur zone de confort, qu'elles puissent vivre certaines réussites par la suite, qu'elles puissent être capables de s'identifier des forces personnelles. C'est tous des outils qui peuvent justement venir soutenir la personne dans son trouble alimentaire. Dans le rétablissement, pardon. Oui. J'imagine que ça s'accompagne avec des pensées obsessives qui reviennent constamment. Donc, est-ce que c'est pas un truc justement de faire autre chose et le fait d'être occupé à vraiment quelque chose? Bon, sur un bateau, on a certaines manœuvres précises à faire pour être sûr qu'on garde le cap. Là. De quelle manière le fait d'être occupé à faire autre chose nous aide? Bien, c'est sûr que le fait d'être occupé à faire autre chose permet vraiment de se recentrer dans le moment présent. Donc, ça peut être justement une stratégie qu'on veut pratiquer, si on veut, aux filles, de pouvoir vraiment là, se concentrer sur le moment présent, puis qu'elles puissent par la suite aussi se dire, OK, bien, comment j'ai fait à ce moment-là pour me recentrer durant le moment présent? OK, j'ai peut-être pas besoin d'un voilier pour réussir à faire ça. Je peux peut-être aller marcher dehors, je peux peut-être appeler une amie, tu sais, tous des outils, en fait, qui vont permettre de pouvoir un peu dévier des pensées obsessives du trouble alimentaire. C'est sûr que les participantes, on les veut vraiment dans une optique où elles sont motivées à participer à ce projet-là. C'est une expérience qui est volontaire, c'est vraiment une expérience pour qui la personne, là, on souhaite qu'elle soit motivée puis qu'elle soit rendue à cette étape-là aussi. Donc, tout à l'heure, je mentionnais justement que dans le creux de la maladie, ça peut être très difficile de vouloir sortir puis de vouloir découvrir de nouveaux horizons. Donc, c'est sûr que nous, on veut que les participantes en tirent le maximum de bénéfices. Donc, la motivation vient aussi avec ce projet. Quelle sorte de parallèle on peut faire ou de métaphore, je dirais, entre la voile et toutes les vagues et les soubresauts et la houle que vous avez eu à
à vivre, là, toutes les femmes qui participent, qui ont vécu des troubles alimentaires? Oui, ben si j'ai un exemple en tête où il y a déjà une participante qui m'a dit, ben moi, aujourd'hui, j'ai pris le contrôle du navire, puis contrairement à quand je prenais le contrôle du trouble alimentaire ou quand le trouble alimentaire me faisait croire justement que j'avais le contrôle sur ma vie, ben là, j'ai vu que je pouvais vraiment avoir le contrôle. J'ai fait lever la grand voile, puis j'ai tenu la barre aussi. Donc ça, je trouve que c'est un beau parallèle à faire, mais aussi le parallèle de tout ce qui est lâcher prise. T'sais. En voilier, on est vraiment tributaire de la météo, des vents. Donc s'il n'y a pas de vent, ben on n'avance pas, mais c'est correct aussi. C'est correct. Ou si on n'avance pas, ben est-ce qu'on peut aller chercher un petit peu plus le vent, aller faire une manœuvre X, Y, Z pour pouvoir s'adapter. Donc, tout ce qui est la question d'adaptation à la météo, je trouve que c'est aussi un beau parallèle qui est soulevé également. Comment les filles peuvent s'en inspirer après la croisière? Ben, c'est sûr que au niveau de tous ces parallèles-là, justement, c'est sûr que c'est propre à chacune aussi, mais je pense à une participante qui nous avait réécrit par la suite et qui nous avait dit, je me suis découvert un intérêt pour le paddleboard, par exemple. Donc, vraiment, là, c'est sûr que c'est peut-être un hasard que ce soit resté dans le plan un peu nautique, mais ça a fait en sorte que la fille, la participante, elle a décidé d'aller chercher un peu plus ses intérêts. Donc, on voit ça aussi, de vouloir un peu plus se connecter à la nature. Il y en a aussi qui ont vu qu'elles avaient la facilité d'être en groupe, donc de renouer avec d'anciennes amitiés aussi, c'est quelque chose qu'on a vu. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de plans là, qu'on vient chercher au niveau psychologique et social. Là. Parce qu'on disait tout à l'heure que le trouble alimentaire pouvait nous isoler. Donc là, le fait de vivre avec des gens qui vivent la même chose que nous, ça doit être... extrêmement, ça doit faire du bien. Oui, tout à fait. Puis c'est quelque chose aussi un de nos objectifs, justement, c'est de créer des relations satisfaisantes, puis que les filles s'engagent aussi dans ce processus-là de groupe. Je pense que ça parle beaucoup de leur désir de vouloir être avec des filles qui ont peut-être un vécu similaire, puis de pouvoir partager dans un contexte, puis un encadrement qui est sécuritaire et qui est sain. Je suis curieuse aussi, Ariane, de voir un peu... qu'est-ce que ça a changé dans ta relation avec ta mère de développer ce projet? Bien, c'est sûr que on est proches dans le sens où on collabore ensemble, mais je pense que aussi notre relation fait en sorte que elle est plus au niveau du côté gestion de projet. Moi, j'ai mon rôle un petit peu plus au niveau clinique, donc on est complémentaires à ce niveau-là. Puis c'est sûr que comme dans tout, il faut essayer de distinguer le travail du personnel. Donc, on s'est venu ajouter un plus à notre relation. Ça a dû pour elle être... faire du bien de sentir là, que tu t'investissais dans quelque chose sur lequel tu avais le contrôle, mais qui était bénéfique pour toi puis pour d'autres aussi. Oui, puis c'est effectivement quelque chose qu'elle m'a déjà dit, que c'est pour elle, la croisière des Alizés, c'est une grande fierté aussi de pouvoir faire ça avec moi. Puis je pense que le fait que ce soit un projet familial, mon père aussi nous aide. Donc, je pense que ça permet de faire une suite à l'histoire qui était peut-être un peu plus sombre là, dans mon adolescence. Et j'entends là que tu es à la maîtrise en santé publique. Oui, c'est exact. Oui. Est-ce que ça t'intéresse peut-être de regarder cette situation-là dans un contexte plus large au niveau du système de santé? C'est une bonne question. C'est sûr que ma maîtrise n'est pas axée là-dessus pour le moment, mais elle est axée sur les bienfaits de la nature. Donc, c'est un peu plus lié à ça. C'est sûr que je pense que la santé publique peut avoir un certain rôle dans la sensibilisation de l'image corporelle et toutes les problématiques liées au poids également. Je pense que les Japonais, pour la forêt, ont un terme même, Shirin-yuku, oui. Exactement. Oui. J'ai même lu là, qu'il y avait certains médecins qui prescrivaient des balades en nature. Oui, exactement. Il y a le Prescrit Nature au Canada qui est vraiment de la prescription de bains de forêt parce qu'on voit que la nature a de multiples bienfaits, autant physiques que psychologiques. Là. Peut-être en terminant, Ariane, vous avez une ambassadrice qui vous aide aussi à vous faire connaître?
Oui, Lisanne Richard, une plongeuse de haut vol qui a participé à au lancement de la croisière des Alizés, puis qui a participé aussi à certains événements bénéfices, qui est ambassadrice pour la cause parce qu'elle a vraiment à cœur là, la mission de la croisière. On parle de finances, de quelle manière les activités sont organisées, sont financées? La croisière des Alizés n'a pas de financement récurrent. Depuis ses débuts, on fonctionne vraiment par sociofinancement. Donc, en 2021, on est allé chercher 30 000 $ grâce à du sociofinancement. Puis, en 2023, ça a été une belle somme de 50 000 $ qui nous a permis de, justement, un peu plus déployer nos activités pour 2024, puis de les bonifier. En même temps, c'est sûr que, justement, on souhaite éventuellement avoir davantage de subventions. On souhaite pouvoir s'enregistrer aussi en tant qu'organisme de bienfaisance. Puis, il est toujours possible de faire un don via notre site web officiel. Qui est? La croisièredesalizés.com. Excellent. Merci beaucoup, Ariane, d'avoir été parmi nous. Et on vous souhaite une belle traversée et de toujours garder la barre. Merci d'avoir su faire une œuvre d'art avec ce que vous avez vécu, quelque chose d'utile pour la société. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine cet épisode des Héros Anonymes. Merci à Catherine Bourderon à la recherche, Pearson Phineus en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. Je vous rappelle qu'on peut nous écouter sur le câble, sur Internet à canalem.vuesetvoix.com, sur les ondes de notre partenaire CKVL et sur de nombreuses plateformes de balado-diffusion. C'était Chantal Doré à la barre des Héros Anonymes. N'hésitez pas, si vous avez des personnes et des organismes extraordinaires que vous connaissez, faites-nous signe, on veut les recevoir à notre antenne. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.